Ça, c'est un peu paradoxal, hein, tu sais. Tu as envie de grossir, tu as envie de prendre plus, mais finalement, tu te rends compte que ça t'apporte beaucoup plus de difficultés. Enfin, c'est dur, hein, la croissance, c'est quelque chose de très, très dur à absorber pour une entreprise. Quand elle est rapide en plus, c'est dur à absorber. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Wall the Talk. Je suis avec toi, Julien. Salut. Salut, merci de nous recevoir chez toi. Merci d'être venu. Cause à effet. Tout à fait. On a fait quelques recherches sur Cause à effet, D'accord. sur toi. On va te poser pas mal de questions. Ok. On se connaît, donc déjà, on va poser les bases. Ouais. Tu es président du réseau Entreprendre d'Occitanie depuis décembre de l'année dernière, donc ça commence à faire quelques mois. quelques mois. Tu es aussi président et cofondateur de Cause à effet. Tout à fait. La boîte que tu as montée il y a 15 ans. C'est ça, C'est exactement, en ça. 2009. Donc, voilà, et je suis allé chercher sur internet Cause à effet. Je vais te dire la description de Cause à effet sur ok, ton c'est site. rigolo. Donc, Oui, d'accord. donc Cause à effet est une entreprise spécialisée dans la collecte en face à face pour des associations et fondations de solidarité. Exactement. Exactement. Et à un moment donné, on continue et tu dis pour renforcer leur indépendance financière. Tout à fait, effectivement. Et j'ai mis en gras indépendance financière. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Complètement. Une association humanitaire, de manière générale aujourd'hui, son financement, il passe par des subventions déjà premièrement. Donc là, pour le coup, il est dépendant d'une décision étatique entre guillemets. Et puis après, son indépendance financière, souvent, il va chercher auprès de bailleurs privés, donc de donateurs privés. Et l'avantage, nous, de notre solution, c'est de proposer à l'ensemble de la population française, donc à des milliers de personnes, de devenir donateurs en donnant un petit peu tous chacun. Et ce qui va faire que ça va sécuriser forcément les rentrées d'argent pour l'association, parce que ça va être dispersé dans plein de personnes différentes. Deuxièmement, c'est ce qu'on propose aux gens, c'est de donner tous les mois par prélèvement. Donc ça permet quand même aux associations d'avoir une sécurité de rentrée d'argent mensuelle, et en termes de budgétisation, en termes d'utilisation des fonds, c'est beaucoup plus simple que si jamais c'est un don ponctuel une fois dans l'année, on ne sait pas vraiment si ça va tomber, on ne sait pas combien, on ne sait pas quand. Donc c'est beaucoup plus difficile pour elles à gérer. Là au moins la gestion est beaucoup plus simple. Ok, donc tu fais ça depuis 15 ans, c'est ça? Alors un peu plus, moi j'ai commencé il y a 18 ans ce métier de recruteur donateur. Je suis arrivé dans ce métier tout à fait par hasard, mais comme quasiment tout le monde qui rentre dans ce métier. Moi j'étais entre deux voyages et je cherchais simplement un petit boulot pour pouvoir avoir un petit peu d'argent et pouvoir repartir en voyage. Et donc moi je suis venu, en réalité je voulais même recharger mes droits ACEDIC. Il me manquait 4 heures de travail pour toucher les ACEDIC, ça s'appelait ACEDIC à l'époque. Et donc j'ai cherché un boulot de 4 heures. Donc je suis rentré dans ce métier pour faire 4 heures, recharger mes droits ACEDIC et repartir en voyage. Et donc ça fait 18 ans que les 4 heures ne sont pas terminées. Donc c'est les 4 heures les plus longues de ma vie, je pense. Mais et donc voilà. Et donc j'ai travaillé chez un prestataire qui faisait ça. Et au bout de 3 ou 4 ans, donc j'ai grimpé dans cette société. Et au bout de 3 et 4 ans, pour des désaccords internes, surtout liés au management, j'ai décidé de partir et de créer ma propre entité avec mes valeurs, avec ma méthodologie de travail. Et donc j'ai créé Cause à effet en 2009. Ok, on a posé pas mal de questions à notre communauté sur ton activité. Ouais. Et on a pas mal de questions sympas. Beaucoup de réactions, on n'y connaît strictement rien dans ce secteur d'activité. Et donc, vu qu'on n'y connaît rien, on a beaucoup de projections on émet beaucoup d'hypothèses. Moi, j'aimerais juste revenir sur, il y a quelques mois, tu nous as invité gentiment au réseau Entreprendre. Tu as lancé un nouveau projet, tu as pris la présidence il y a quelques mois. Et quand tu t'es présenté, tu as dit à un moment donné que le milieu associatif, finalement, c'était ta vie, et même déjà gamin, ça faisait partie de toi. Ouais, clairement. Moi, j'ai commencé très tôt. Enfin, j'ai toujours plaisir à dire que j'ai commencé à 4 ans avec aller ramasser les déchets en bas de chez moi avec la WWF qui était venue faire des sensibilisations dans mon école. J'ai toujours été quelqu'un de très engagé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup milité aussi dans ma jeunesse. Je faisais partie des jeunes dans les manifestations régulières. En tout cas, j'étais toujours présent et toujours intéressé aussi au monde qui m'entoure, à la souffrance humaine, à la souffrance animale aussi. C'est des choses qui... moi, je fais partie de ces enfants qui, quand t'étais gamin, qui voyaient
une baleine se faire trucider à la télévision et se demander que font les grands, quoi, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. Et donc très rapidement dans ma vie professionnelle, je me suis dit maintenant que c'est moi le grand, autant faire quelque chose qui aille justement dans le sens d'aider, de faire évoluer ma société sur toutes les thématiques, à la fois animales mais aussi environnementales et puis humaines, sociales, enfin tout ce qui va faire que finalement cette planète peut être un petit peu plus jolie que j'espère que le jour où je partirai sera un peu plus belle que quand je suis arrivé. Voilà, tout simplement. Et comment tu décris ça, pourquoi le Julien a envie pas d'en découdre, mais s'implique autant? Je sais pas, c'est une question de sensibilité, je pense, avant tout. Et puis c'est une question, je pense, de se dire qu'on a un impact aujourd'hui, on peut avoir un impact sur notre société aujourd'hui. On est dans un pays aujourd'hui qui est quand même un pays riche, on a le pouvoir aujourd'hui de la voix citoyenne d'un Français aujourd'hui est quand même très fort sur l'échiquier mondial. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Je pense que quand on s'exprime, nous, en tant que qualité de Français, on a quand même un poids important, à la fois chez nous, évidemment, mais aussi à l'échelle internationale. Et je pense que ça fait partie de notre responsabilité aujourd'hui en qualité d'humain et en plus en qualité de Français et j'ai envie de te dire même en qualité de père aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui moi je suis père de 2 enfants, de se dire comment je peux faire pour faire évoluer mon monde et faire en sorte que ce monde-là soit moins injuste, peut-être soit plus égalitaire pour l'ensemble des gens sur cette planète, ni plus ni moins, et que cette planète puisse continuer à vivre le plus longtemps possible et être toujours aussi belle pour les générations à venir, parce que moi je trouve que notre planète et notre pays est magnifique. Et j'espère le laisser aussi magnifique pour les générations à venir, quoi. Ni plus ni moins. Tu m'as embarqué, Allez, c'est bon, je suis avec toi. Comme je t'ai dit, on a posé pas mal de questions. On a pas mal de questions. Et il y a une première question qui est venue sur la différence entre la solidarité et la générosité. C'est une très bonne question. Alors, le principe, moi, de mon travail, quand même, et le principe, je pense, du côté associatif, c'est quand même d'aider des personnes, ou d'aider des causes, entre guillemets. Et la dangerosité dans la générosité, c'est d'y remettre finalement que l'aspect financier et marketing. Donc moi, j'appuie beaucoup justement sur cet aspect solidarité, parce que je pense que, tu vois, par exemple, notre métier, nous, c'est des recruteurs de donateurs. Nous recrutons des personnes dans la rue qui vont s'engager auprès des associations humanitaires en donnant de l'argent tous les mois par prélèvement. Et moi, je tiens beaucoup à ça. On pourrait dire qu'on fait du fundraising, on pourrait dire qu'on fait de la collecte de fonds, on pourrait dire qu'on fait de la collecte de dons. Non. Notre travail, c'est vraiment de recruter des personnes, des citoyens qui vont s'engager. Et cette notion, en tout cas, de solidarité est pour moi plus importante que uniquement la dimension financière du financement des projets associatifs, quoi. Ok. On parle à des entrepreneuses et des entrepreneurs. 15 ans de boutique, 15 ans de boîte. Je pense que tu as quand même pas mal de choses à raconter. Quelques petits. On va dire le 0 to 1, le début. Comment t'arrive l'idée de construire? Alors, tu l'as cofondé? Alors, j'ai cofondé avec mon associé de l'époque, donc pour laquelle j'ai racheté ses parts en 2020, donc juste avant même pendant le premier confinement, on va dire, si tu cherches le Salan qui a acheté une boîte pendant le premier confinement, tu l'as en face de toi. Et alors, comment ça m'est venu? Assez naturellement, j'étais dans une boîte à l'époque avec qui j'adorais mon travail. Vraiment, c'est un travail que je suis passionné de ce métier. Et je n'étais plus en accord finalement avec la dimension managériale et sociale de mon entreprise. Donc je suis juste parti au départ en me disant tiens, je pars parce que je ne suis plus en accord avec mes patrons. Le seul truc, c'est que au moment où je pars, j'ai un copain qui travaille avec moi, qui n'était plus en accord non plus, qui part et qui lui se dit tiens, on pourrait continuer à le faire et peut-être le faire par nous-mêmes. Et donc il est venu me chercher en me disant tiens, est-ce que ça te branche? On continue à faire notre travail, mais voilà, de la façon on a envie de le faire, quoi. Et donc ça a été assez naturel. Et moi j'étais jeune, j'avais 27 ans, mon associé était plus vieux, il avait 10 ans de plus que moi, enfin il l'a déjà toujours d'ailleurs. Mais donc à 27 ans, c'est un peu compliqué de se dire tiens, je vais rentrer dans un système d'entrepreneuriat avec toutes les responsabilités, avec toutes les erreurs qu'on peut faire, etc. Et puis bon, très rapidement, l'espace de 2 ans, on avait déjà une 50aine, une 60aine de salariés, donc très rapidement, c'est monté en gamme. Donc voilà, il a fallu quand même se transformer en chef d'entreprise. Il m'a fallu quelques années pour me transformer. Mon associé de l'époque m'a énormément aidé parce que il avait peut-être plus de recul que moi à cette époque-là. Et je me suis construit au fur et à mesure du temps chef d'entreprise, mais j'étais pas entrepreneur ni chef d'entreprise au départ. Moi, je suis un recruteur donateur qui est devenu chef d'entreprise. Voilà. C'est dur.
Alors, c'est extrêmement gratifiant dans les bons moments, extrêmement stressant dans les plus mauvais. Donc oui, c'est pas facile. Maintenant, c'est ce qui fait aussi la richesse de quand tu te lèves le matin. Alors, il y a des matins, tu as plus envie de te lever que d'autres parce qu'il y a des matins où tu vas affronter des trucs plus compliqués que d'autres. Mais l'avantage, c'est que la sinusoïde est un peu plus élevée encore quand tu es entrepreneur que quand effectivement tu as une sécurité ou tu as une assurance en qualité de salarié. Alors même si évidemment tu as une sinusoïde en qualité de salarié, mais l'importance et les enjeux qu'il y a, et puis surtout la liberté. Moi, ce qui me guide aujourd'hui dans tous mes projets personnels ou professionnels, c'est voilà, c'est le mot le plus fort et c'est assez familial chez moi, c'est la liberté. Et la liberté que tu as en qualité d'entrepreneur de pouvoir réaliser finalement tes idées, c'est hyper enrichissant. Mais ça peut être aussi source de grande anxiété quand ça fonctionne pas. Voilà. Ouais, je te rejoins sur le côté. Je pense vraiment, hein, après, c'est une conviction très très profonde qu'on a on a un pouvoir de dingue en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur. Ouais, bien sûr. Le pouvoir de créer des produits qui réellement ont un impact sur les gens et surtout le pouvoir de créer des conditions de travail sympas pour nos collabs ou inversement. Et c'est pour ça que on a une responsabilité. Ouais. On a une forte responsabilité. Ouais. Mais on est un peu des créateurs d'histoire parce que moi je parle beaucoup de projets collectifs, je suis très attaché aux projets collectifs. Je pense aujourd'hui qu'on a encore des gens qui ont ces valeurs, en tout cas de pouvoir rentrer dans un projet commun et se dire voilà, je vais apporter ma pierre à un édifice commun dans lequel j'ai un héritage parce que les gens qui sont passés avant moi ont fait leur construction. Moi je viens avec cet héritage-là dans un projet collectif. Je vais apporter mes pierres pour pouvoir lâcher justement mon édifice à moi aux prochains qui vont arriver. Et cette notion de projet collectif pour moi est quelque chose de très important quand je monte une entreprise comme celle-ci, quoi. Et effectivement, on a un vrai pouvoir de changer les vies des gens, on a un vrai pouvoir aussi de les embarquer dans des projets, dans des valeurs aussi, de leur apprendre aussi une méthodologie de travail, et tout ça, c'est assez porteur, effectivement. On en parlera dans quelques minutes. Tout ce que vous mettez en place dans la structure, je pense qu'il y a de quoi faire. Je voudrais juste revenir sur... Tu as démarré, moi aussi, hein, j'ai pas connu les acidiques, mais je connaissais ce terme à l'époque. Ouais. Tu as commencé 4 heures, finalement tu es resté, tu as monté avec ton associé Cause à effet, ça s'appelait comme ça? Alors c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier soir, j'ai retrouvé le mail qui a donné Cause à effet. C'est le truc le plus enfin, quand tu montes une boîte, le truc le plus chiant, c'est trouver le nom entre toi et moi, parce qu'à la fois, il faut que ça soit parlant, c'est hyper important. Et deuxièmement, faut que ça soit libre de droit, faut que tu aies le site internet, enfin bon, faut que tu aies la totale, quoi. Donc c'est assez galère. Et Cause à effet, c'est simplement venu d'un brainstorming, parce que alors à l'époque, avec mon associé, on se marrait énormément. Et on avait 2 minutes d'autonomie quand on cherchait, on faisait les réunions de recherche de noms. Au bout de 2 minutes, ça partait dans du n'importe quoi. Et on rigolait pas mal, mais finalement, on n'avait rien, quoi. Et c'est mon père qui a fait tout un tas de propositions, et dans ces propositions, il y avait Cause à effet, ça nous a sauté aux yeux tout de suite. On a regardé, tout était libre, que ça soit à l'INPI, que ça soit sur site internet, etc. Donc en avant Guingamp, et je pense que c'est aujourd'hui en tout cas un nom qui est très parlant et qui a été, je pense, c'était une excellente idée, voilà, une très bonne idée. Donc voilà. Je te rejoins sur le... Donc on a créé Kinly, je crois qu'on a mis 2 ou 3 jours, mais c'était une torture. Ah ouais, mais moi, ça duré 3 mois. Le nombre de 3 jours pleins, fichiers Excel, etc. Et même là, Wall the Talk ou Time to Gamba, c'est... Et ça a une telle importance. Moi, on a un concurrent aujourd'hui sur le marché qui a mis la clé sous la porte, principalement parce qu'il avait choisi un nom qui était non parlant et qui avait une connotation un peu sectaire. Et vraiment, c'est très très important. Le nom, c'est quelque chose de très important. Ça identifie énormément de choses. C'est un conseil que tu donnerais aux entrepreneuses ou entrepreneurs qui nous écoutent? Il faut vraiment bien choisir. Il faut bien choisir son nom, parce que je pense que ça dénote aussi tes valeurs, ça dénote aussi ça parle de ton idée, ça parle de tes valeurs. Le nom est vraiment quelque chose d'important, et ça donne une dynamique à ton projet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par le nom, et tu peux vraiment ne pas réussir à cause d'un mauvais nom. Voilà. Donc il faut faire attention. Ouais. Ok, d'accord. Gros brainstorming. 2009, la boîte est créée. Tu dis que vous passez assez rapidement une trentaine de collabs. C'est quoi, tu es physiquement où à cette époque-là? Alors moi, j'habite
Alors, mon adresse est à Paris. Maintenant, on travaille sur toute la France, donc je suis dans les trains, TGV. Donc, tu habites dans les trains. J'habite dans le train, j'habite dans les hôtels, j'habite dans les apart-city, les fameux apart-city, les appartements-hôtels. Je les connais à peu près tous de France. Tu dois croiser beaucoup de monde dans le train. Oui, mais effectivement. Mais bon, après, en gros, c'est une époque, effectivement, on est en plein développement et on est énormément sur le terrain parce que le but au départ de notre projet, c'était de faire en sorte que tout salarié qui rentre chez Cause à effet ait au moins rencontré un des deux associés, donc qu'il soit fait embaucher par un des deux. Donc le but, c'était qu'on connaisse tout le monde, quoi. Bon, au bout d'un moment, on a dû arrêter parce qu'il y en avait tellement que ça devenait très compliqué. Et deuxièmement, en plus, on faisait les entretiens de recrutement en physique, donc on se déplaçait à Angers, à Nantes, à Paris, etc. Donc toute la semaine, j'étais en déplacement pour aller recruter, former des nouvelles équipes, quoi. Ok. Assez fatigant. Ok, d'accord. Ouais. Et donc le point de bascule, ou donc Paris, là aujourd'hui on est sur Montpellier. Ouais. La création d'agences ou de structures, je sais pas comment tu les appelles. Ça Alors il y a eu à plusieurs partir points de quelle période bascule. Alors nous on a eu un gros événement chez Cause à effet avec une forme de gestion de crise. C'est qu'en 2015 mon associé est tombé malade, et une maladie grave, et donc il a dû sortir pendant quasiment 2 ans en tout cas, même c'était 2016 pardon. Il a quasiment sorti 2 ans en tout cas de l'activité. Donc pendant 2 ans j'ai dû gérer la société seule et avec toutes les incertitudes qu'amenait sa maladie et les conséquences de sa maladie. Et j'en parle librement parce qu'on en parle librement aussi, hein, voilà. Mais derrière, on a dû retransformer un peu la société suite justement à cet événement. Quand il est revenu, c'était compliqué aussi pour lui, un peu. On était dans un truc un peu post et puis beaucoup de choses avaient changé, et il a mis le souhait de vouloir arrêter. Et donc très naturellement, j'ai récupéré les parts de la société et j'ai racheté ses parts et je suis devenu donc le seul à la tête de la société. Donc ça, on a tout le temps qu'on monte tout ça, etc. C'était tout début 2020. Et comme moi, j'étais montpelliérain, parce que j'habite à Montpellier, parce que je suis montpelliérain, parce que la deuxième mission en 2009, la deuxième mission de Cause à effet, je suis venu faire une mission sur Montpellier et j'ai rencontré une dame qui est devenue ma femme, et il a fallu choisir Paris ou Montpellier. Autant dire que le choix a été très rapide. Et donc, je suis venu m'installer sur Montpellier. Et donc, assez naturellement, quand j'ai repris la direction de la société, j'ai monté un bureau à Montpellier, qui est un petit bureau au départ. Et puis aujourd'hui, il y a plus de personnes à Montpellier qu'à Paris. Donc, on a toujours le siège à Paris, mais on a une succursale à Montpellier. Voilà. Donc, au lieu de recruter des donateurs, tu as recruté une dame ? Oui, c'était pas vraiment comme ça, mais bon, effectivement, on s'est rencontrés ici. Je réagis par rapport à... donc, tu es président de Réseau Entreprendre. L'accompagnement de lauréats, porteurs de projets, ça nous connaît. C'est quoi le conseil, ou qu'est-ce que tu regarderais côté association ? C'est-à-dire, pardon, par rapport à je monte un projet, je vais m'associer avec une personne, quel serait le conseil, ou qu'est-ce que tu t'amènerais ton regard sur quoi finalement ? Alors c'est une très très bonne question. Est-ce que tu es d'accord que c'est à la fois une cause de succès c'est souvent Bien sûr. une cause d'échec, quoi. C'est même apparemment la plus grande cause d'échec aujourd'hui des sociétés. C'est pas les problématiques de marché ou de produits, les problématiques plutôt d'entente des associés, de mésentente surtout des associés. Donc c'est un peu, moi c'est ce que je conseille systématiquement aux personnes que je croise dans le réseau Entreprendre qui veulent s'associer. C'est un peu comme un contrat commercial. C'est quand il y a la paix qu'il faut préparer la guerre. C'est-à-dire que c'est au moment où effectivement tout va bien qu'il faut envisager le moment où ça va mal. Donc déjà, pacte d'associés, ça pour moi c'est un minimum. Disons que le 50-50, je l'ai vécu, je pense que c'est complexe, c'est compliqué, très très compliqué. Et je mets un point d'orgue particulier aussi sur les lauréats ou les personnes qu'on accompagne, sur les couples, parce que je trouve qu'on en a de plus en plus, j'ai même l'impression. Et en plus de cette notion, en tout cas professionnelle, il y a aussi une notion personnelle qui rentre en jeu. Et là, pour le coup, il faut vraiment bien border tous les aspects de la vie, parce que derrière on découle des problématiques qui peuvent être vraiment qui peuvent tuer le projet, quoi, ni plus ni moins. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ferment parce que les associés ne s'entendent plus, quoi, ne s'entendent pas et n'arrivent pas à trouver des points d'accord, quoi. Donc le vrai conseil que je donne, c'est quand ça va bien, prépare quand ça va pas bien. Je te rejoins sur le 50-50. Je l'ai vécu, c'est pas donc 49-51, peu importe, mais il faut qu'il y ait un moyen il y ait un bascule. Alors après, moi je l'ai vécu, et je l'ai bien vécu, parce que, alors je l'ai bien vécu au quotidien, c'est compliqué, mais ça nécessite des consensus. Et souvent le consensus, surtout quand il y a deux associés qui sont
très différents, ça donne finalement la bonne position. Donc, c'est très énergivore. Parce que tu te bats pour pouvoir passer ton idée, l'autre n'est pas d'accord, etc. Mais à la fin, tu trouves un consensus de chaque côté qui va faire que finalement, c'est le positionnement central, le bon positionnement. Maintenant, comme je te l'ai dit, ça peut être très énergivore, effectivement, et sujet à beaucoup de pertes de temps parce que beaucoup de débats, etc. Donc bon, voilà. Mais moi, j'ai eu un très bon apprentissage parce qu'aussi, j'ai eu un très bon associé avec qui m'a fait énormément évoluer. Et même si à la fin, effectivement, on était, il a fallu qu'on se sépare, hein, mais on l'a fait suffisamment intelligemment pour qu'il n'y ait pas de fracas dans l'entreprise et que, voilà, je l'ai appelé il y a quelques jours de ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas eu. On a toujours plaisir à se passer un coup de téléphone encore aujourd'hui, quoi. Donc voilà, quoi. Dans les questions qu'on a eues de notre audience, il y a beaucoup de est-ce que ça gagne de l'argent, est-ce que tu vois, il y a une association, c'est dans le monde solidaire, solidarité, et donc c'est des bénévoles, et donc c'est une très bonne question. Donc peut-être qu'on peut juste déjà se poser la question de c'est quoi le modèle économique de cause à effet, combien vous êtes, c'est quoi vos clients. Alors effectivement, c'est la question basique, et je viens de te dire, c'est ce qu'il y a le plus normal. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'on est le seul corps de métier où on nous reproche d'essayer de bien payer nos salariés et d'être payés même. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, il y a énormément de gens qui pensent qu'à partir du moment où tu travailles dans le domaine humanitaire, tu dois faire vœu de pauvreté, de chasteté, enfin tous les vœux possibles et imaginables. Voilà, donc c'est des traditions un peu ancestrales, mais c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va voir des gens qui sont performants, c'est-à-dire le mieux possible utiliser justement les fonds des associations, si on va avoir des gens aussi, typiquement, qui peuvent bien faire leur travail, nous, nos recruteurs donateurs, ils sont rémunérés parce qu'ils sont formés, parce qu'ils passent 35 heures dans la rue à aller trouver des donateurs, parce qu'ils accueillent bien les gens dans la rue, parce qu'ils leur présentent correctement les choses, qu'ils n'utilisent pas des techniques type culpabilisation, misérabilisme, ce genre de choses. Tout ça, c'est un vrai métier. Et je connais personne aujourd'hui qui a 35 heures de bénévolat à donner à des associations humanitaires. Donc, en plus, on a besoin de faire chauffer notre gamelle. Donc, forcément, on est rémunéré. C'est un travail. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'assume complètement cette dimension d'entreprise dans un domaine associatif. Bon, on apporte un service. On est prestataire de services des associations humanitaires. Et pour le coup, on est une entreprise. Et être une entreprise ne veut pas dire qu'on est sans valeur, qu'on n'a pas cette notion de RSE, ces notions de faire attention à la qualité de vie des gens à leur travail. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est souvent les questions qu'on nous pose. Moi, il y a pas mal de gens, quand ils me font « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je leur dis « Je fais la collecte pour des associations humanitaires. » Ils me disent « Mais tu arrives à gagner ta vie ?» Je dis « Oui, j'ai même 200 salariés. » Quoi ? Donc, oui, aujourd'hui, on est une entreprise prestataire de services. Alors, le modèle économique, il est assez simple. C'est, on propose à nos associations, donc nos associations nous passent des marchés, hein. Il y a des appels d'offres, hein, tout ce qui est plus classique, pour pouvoir trouver un nombre de donateurs. Et donc, on met en place les programmes qu'il faut pour pouvoir trouver ce nombre de donateurs. Complètement décorrélé à la valeur du don, c'est-à-dire que si la personne donne 10 euros par mois, 100 euros par mois, 500 euros par mois, c'est exactement la même chose. En revanche, notre objectif, c'est de trouver le nombre de donateurs qui nous est commandé. Voilà. Donc après, s'il faut mettre 10 personnes pour les trouver ou s'il faut en mettre 100, c'est à nous, en tout cas, de faire l'organisation. Et évidemment, moins on met de gens pour pouvoir trouver la commande, plus on est rentable. C'est un peu ça l'idée, en gros, quoi. Combien d'associations aujourd'hui ? Alors, je travaille pour 27 associations. Voilà, donc toutes les grosses ONG que tu connais, Action contre la faim, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Croix-Rouge, Amnesty International, WWF, enfin voilà. Et des plus petites aussi, mais c'est surtout des grosses associations parce que c'est quand même des budgets importants. Donc voilà. Marché concurrentiel ? Extrêmement, aujourd'hui. Ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Même nous, on a créé la concurrence. Au début, donc, la société pour laquelle je travaillais était seule sur le marché. Donc nous, on a créé l'alternative. Et puis depuis, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de se monter. Parce qu'en plus, la société pour laquelle je travaillais a mis la clé sous la porte il y a 2 ans. Donc c'était un peu le Titanic qui a coulé. Et maintenant, il y a toutes les petites chaloupes qui sont à la mer. Donc forcément, ça crée beaucoup d'entreprises qui sont en train de se monter, il y en a beaucoup qui sont en train de fermer, donc on est dans cette période un peu de mutation de marché, tu sais, c'est à peu près toujours les mêmes cycles sur les marchés, et on est dans cette période-là, en tout cas, où il y a plein je crois aujourd'hui, d'en avoir plus d'une vingtaine de sociétés, maintenant, aujourd'hui, on est leader sur notre marché, quoi. Alors pas en termes forcément de volume, je crois qu'il y a une société qui est un peu plus, mais en tout cas en termes de notoriété, de méthodologie et d'ancienneté, ça c'est une certitude. Ok.
Tu parlais du nom tout à l'heure qui était hyper important, ou Wall the Talk. Alors pour ceux qui nous regardent, on a fait une visite, je vous invite à aller la regarder. Wall the Talk, l'idée c'est d'incarner, hein, donc je dis quelque chose, je vais sur le terrain et je le constate. Et derrière il y a l'idée du Gemba. Gemba, tu sais ce que ça signifie, Gemba? Ah, tu me l'as expliqué tout à l'heure, mais je pense que tu vas recommencer. Tu le feras bien mieux que moi. Non, l'idée c'est qu'on a créé un média qui s'appelle Time to Gemba. Gemba, c'est là où la valeur est créée. Ouais. Donc moi personnellement, ma conviction c'est vraiment le meilleur moment de retourner sur le terrain et de s'intéresser à la fois à nos clientes et nos clients et surtout les conditions pour nos collaboratrices et collaborateurs. Ce que je trouve intéressant avec le concept Wall the Talk, c'est d'essayer de comprendre les enjeux actuels en termes de croissance ou de pérennité de ton business. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui hyper stratégique pour toi? Alors, c'est quoi, Julien, ton sujet du moment? Alors, mon sujet du moment, bon, déjà, nous, c'est le recrutement. Notre vraie problématique, c'est ça. Donc, je te disais tout à l'heure, on traite, l'année dernière, on a traité plus de quasiment 50 000 candidatures. On a comme objectif de quasiment doubler ce nombre de candidatures à l'échelle de 1 à 2 ans. On aimerait vraiment y arriver sur 1 an. On a mis beaucoup de moyens autour de ça. Notre problématique aujourd'hui, c'est de recruter des personnes. C'est des personnes compétentes et qui vont faire le travail et bien faire le job, quoi. C'est un enjeu qui est complexe en ce moment parce que tu n'es peut-être pas sans savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas loin du plein emploi quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, t'as pas un resto où tu vas où il n'y a pas une affiche où il y a marqué cherche serveur ou cherche cuistot, etc. Et beaucoup de sociétés aujourd'hui sont dans la peine de recrutement. Et nous, on embauche 1200 personnes par an. Donc, on est une machine à embauche, quoi, en gros, quoi. Donc, forcément, notre enjeu, il est énormément là-dessus. Et de faire connaître notre métier, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas notre métier. Beaucoup de gens, encore une fois, nous voient dans les rues, ils pensent qu'on est des bénévoles. Donc, quand ils cherchent du travail, ils vont peut-être pas forcément sauter là-dessus. Et aussi, la vision de notre travail. Beaucoup de gens pensent que ce travail est un travail très difficile, pas gratifiant et très difficile. Et oui, il n'est pas facile, clairement. Maintenant, on n'est pas à la mine de charbon non plus et on rencontre énormément de gens. Le problème, c'est que quand on voit recruteur donateur, on le voit, ils se font envoyer bouler, quoi. Sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que 2 minutes avant, on parlait avec des gens qui étaient super sympas, qui partageaient les mêmes valeurs que nous, à qui on s'est marré. Moi, j'ai adoré ce taf, quoi. Si j'aime ce taf autant depuis tant de temps, c'est que je suis pas sadomaso, c'est que vraiment il est sympa ce boulot quand même, tu vois. Donc voilà. Mes enjeux aujourd'hui sont plus sur la communication, de que c'est un travail et que c'est un travail sympa, pour laquelle tu vas avoir une formation, pour laquelle tu vas pouvoir aussi avoir des compétences que tu vas pouvoir revendre le lendemain. Enfin, quand tu viens sur ton CV avec marqué recruteur donateur, je pense que abnégation n'est plus un problème sur le mec qui est en train de lire ton CV. Tu vois ce que je veux dire? Il se dit ça, c'est coché, tu vois, c'est bon. Donc résilience, il coche. Enfin, toutes ces valeurs-là, finalement, ces soft skills-là, en tout cas, et c'est des choses que tu apprends et que c'est la meilleure école pour apprendre ça, quoi. Donc voilà, mes enjeux sont beaucoup là-dessus aujourd'hui. Ok. J'ai dit j'allais venir de t'interviewer à pas mal de personnes et j'ai eu une réaction assez des vendeurs. Il faut interpeller les gens, techniques de manipulation, etc. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Alors j'en dis, les gens souvent qui disent ça, à chaque fois posent-leur la question, est-ce que tu t'es déjà arrêté? Déjà tu verras qu'il y en a 1 sur 2 qui vont te dire oui mais j'ai voulu que, mais je peux. Bon voilà, donc déjà, voilà. Après on a des personnes chez nous ou dans notre métier qui font pas bien leur taf et ça ça arrive comme dans n'importe quel boulot, j'ai envie de te dire. Maintenant, dans l'extrême majorité, c'est des gens qui sont formés à ne pas suivre les gens, ils sont formés à ne pas les culpabiliser, l'utilise misérabilisme. On est vraiment plutôt en train de présenter pas des problèmes du monde, mais des solutions par rapport à des problèmes. C'est-à-dire, on va pas voir les gens dans la rue en disant salut, ça va, ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim, toutes les 4 secondes, il y a un enfant qui meurt. D'ailleurs, c'est un peu de ta faute parce que tu bouffes du McDo, etc. Bon, non, on n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt en train de dire aux gens, tiens, tu sais déjà qu'il y a des gens qui meurent de faim, on va pas te l'apprendre. Maintenant, moi, je travaille pour Action contre la faim, par exemple. Voilà ce qu'on met en place. Est-ce que tu as envie de participer? Voilà, notre travail, il est très positif finalement. On est en train de proposer aux gens de participer à une association d'humains qui mettent en place des actions pour rendre le monde meilleur.
J'ai envie de te dire, ça va, c'est pas non plus, c'est plutôt sympa comme truc, quoi. Mais après, évidemment, pour beaucoup de gens, on les renvoie par rapport à une forme de culpabilité. C'est-à-dire, à partir du moment où tu viens avec une t-shirt avec marqué Action contre la faim et que tu dis bonjour à quelqu'un, bah, la personne, elle va se sentir culpabilisée, alors qu'en fait, on lui a simplement dit bonjour. On lui a juste dit bonjour, on lui a demandé de s'arrêter 2 minutes, il nous a dit non, on lui a souhaité une bonne journée. Et en fait, quand tu regardes ça, bah, c'est ce qui lui arrive aussi quand il va chez le boulanger. Le boulanger lui dit bonjour, et puis à la fin, il lui souhaite une bonne journée. Donc voilà. Mais ça renvoie finalement vers l'acte de ne pas donner. Donc la personne se sent culpabilisée parce qu'il ne va pas donner, il ne veut pas donner à cet instant-là. Et c'est pas grave, nous on n'a pas de jugement. Et j'ai dit un truc, on t'a oublié, mais même pas 2 secondes après que tu sois passé, on t'a oublié. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais le logo de Cause à effet, c'est un poisson rouge et c'est pas pour rien. Oh, pas mal. C'était une question qu'on voulait te poser, donc voilà, génial. Voilà. Génial. Tu me disais tout à l'heure, alors juste pour info, je vous invite à aller voir la vidéo de la visite parce qu'on est allé sur le terrain, on a vu comment se passait une collecte de fonds, donc c'est très 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 intéressant. Et c'est vrai que tu me disais même dans la vidéo qu'il y a une notion aussi de gestion de l'échec, très importante. un peu comme j'accompagne pas mal de boîtes qui sont dans le démarchage commercial, et il faut pas avoir peur de la porte, il faut pas avoir peur du non, au contraire, il faut l'accepter, etc. Et donc le poisson rouge, bravo. On est exactement là-dedans. Il est là depuis le début, le poisson rouge ? Il est arrivé très vite. Il est arrivé très vite et c'est vraiment été dans cette notion-là de la volonté vraiment d'être dans le j'oublie et je passe à la personne d'après. J'oublie, je passe à la personne d'après. Est-ce que c'est rendre naturel, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qui est normal aujourd'hui, c'est que les gens ne s'arrêtent pas pour pouvoir pour le faire. Tu sais que je suis comme ça, hein. Je l'ai en intro de la vidéo, c'est que j'ai normal, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui se présente à moi dans la rue, peu importe son message, je vais me mettre en mode défensif. Dès que j'ai quelqu'un qui m'appelle au téléphone, peu importe son message, et même si son message est intéressant, je me mets en mode défensif, j'ai pas le temps, etc. Ouais. Donc, et tu reverras qu'avec de la régularité, et pour un facteur que tu ne maîtriseras pas, un jour ou l'autre, tu vas dire, bon, qu'est-ce que tu me veux finalement ? Ça fait 10 fois que tu essayes là, qu'est-ce que tu me veux ? Okay. Et c'est sur là où on sera là. Mais le truc mais c'est normal, moi j'apprends toujours à mes salariés, je leur dis, mais t'imagines le mec, il descend de chez lui, il descend de chez lui là pour aller acheter son pain. Il arrive, il voit quelqu'un arriver avec un t-shirt d'une association, il dit bonjour, arrête-toi, je vais te raconter une histoire et à la fin en plus je vais te demander de donner de l'argent tous les mois par prélèvement et en plus je vais te demander de donner ton RIB dans la rue pour remplir un bulletin de soutien qui est une autorisation de prélèvement. Enfin, le pari il est un peu fou sur le papier, on est d'accord. Donc que les gens ne le fassent pas, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qui est le plus logique. Et moi je paye mes salariés pour rendre les choses anormales le plus souvent possible, mais avec des valeurs. Côté valeur, on a beaucoup ça dans l'accompagnement. Comment tu arrives à embarquer, comment tu arrives à créer un collectif. Tu me parlais à un moment donné de ce qui est important pour moi, c'est le projet commun, c'est le projet collectif. T'as quoi comme tips à nous donner ? Alors, c'est les valeurs nous, c'est des valeurs fondatrices, c'est vraiment les valeurs. Alors, j'ai cette chance d'avoir, tu vois, la richesse de l'association pour le coup. Au début de mon association avec mon ancien associé, on avait quand même de grandes différences de point de vue et il a fallu au départ, avant la création de la société, qu'on se mette d'accord ensemble. Donc, on est passé beaucoup de temps, pendant quelques mois, on était dans un bar à Paris, à Bastille. On se retrouvait tous les jours de 10h à 18h, on travaillait sur les valeurs et sur la méthodologie. Et au départ, finalement, il a fallu se mettre d'accord sur ces valeurs-là. Et quand on a été tombé sur ces valeurs, on s'est tout de suite dit, c'est ce qui doit être le socle, le phare de l'ensemble de nos décisions. C'est-à-dire que toute décision qu'on va on va être amené à prendre pendant la vie de l'entreprise, doivent être guidées par ces valeurs fondatrices. Et des fois, c'est difficile. Il y a des moments, c'est dur. Nous, par exemple, on a une valeur forte qui est l'égalité de traitement chez nous. L'égalité de traitement, c'est pas facile. Quand t'as quelqu'un qui trouve plein de donateurs et qui arrive et qui dit moi je veux une prime parce que j'en trouve plein, le plus facile c'est de lui dire oui. Le plus difficile c'est de lui dire non parce que si je la donne à toi, pourquoi je la donne pas au mec qui en trouve peut-être un peu moins et justement la valeur collective fait que le but c'est d'avoir des résultats collectifs et pas individuels. Donc tu vois, des fois c'est difficile à tenir ça, mais c'est les valeurs fondatrices de la boîte, c'est aujourd'hui quelque chose qui nous rassemble et toute mon équipe là, moi j'ai une équipe formidable autour de moi, j'ai des gens qui sont extrêmement investis, mais ils sont investis, je pense, par un peu moi, mais ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de la table, c'est justement le projet et les valeurs du projet. Et tous les gens qui travaillent pour moi aujourd'hui, enfin les proches en tout cas qui travaillent pour moi, ils sont
convaincu aujourd'hui que je ne transigerai pas sur les valeurs fondatrices. C'est-à-dire que même s'il faut plier la boîte en gardant cette ligne directrice, je plierai la boîte s'il faut garder cette ligne directrice, garder mes valeurs originelles et les valeurs de départ. Et ça, ils le savent. Donc voilà. Donc nous, vraiment, c'est le fondement, c'est le ciment même de notre collaboration commune avec mes collaborateurs. Et ceux qui croient en ça et qui font confiance à ça rejoignent l'aventure et y resteraient longtemps. Ceux qui ne croient pas forcément en ces valeurs ou qui ont l'impression que finalement c'est pas tout à fait, ils restent pas et c'est pas grave. Il n'y a pas de gravité là-dessus, quoi. Donc voilà. Je voudrais revenir à tout à l'heure, tu me disais que tu avais 27 associations et que tu ne voulais pas, ou pas que tu voulais pas, mais c'est-à-dire que tu limite refusais d'en avoir d'autres parce que tu avais trop de travail, trop de croissance. C'est assez particulier. Comment t'expliques ça ? Toujours pareil, le recrutement. On est toujours dans la même thématique. On a du mal aujourd'hui à recruter et à fidéliser suffisamment de personnes pour pouvoir augmenter. Alors nous, on a multiplié par 2 notre activité en 4 ans, là, déjà, non, enfin 3 ans. Donc déjà, on a déjà fait un gros step. Mais effectivement, le truc, c'est que une croissance aussi importante, même si tu l'accompagnes, on s'est fait accompagner... il y a un rebond, enfin il y a un temps où il faut que nos équipes sont fatiguées, on a énormément travaillé, on a beaucoup structuré, on a beaucoup embauché. Donc voilà, on a un moment là où je pense qu'on va respirer, on va rendre aussi, essayer que nos investissements, on puisse profiter un peu de nos investissements parce qu'on a dû investir pour pouvoir augmenter le volume de travail. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le fruit de ces investissements à l'instant T parce qu'on a cette période un peu de rebond, cette période où tu as commencé à augmenter, tu as fait tes investissements et tu attends que ça commence à payer. Donc on est un peu dans cette période-là. Donc en attendant, on préfère attendre et surtout, on ne veut pas transiger sur la qualité de notre boulot. Et la difficulté qu'on peut avoir aussi, c'est dans cette besoin de sourcing de personnes, c'est de prendre un peu n'importe qui parce qu'on en a besoin et qu'au bout d'un moment, la qualité de notre service baisse. Parce que justement, il a fallu qu'on réponde à la demande de nos associations, à la demande de nos clients, et qui fait qu'on a été moins regardant sur le qualitatif. Et ça, c'est quelque chose pour lequel c'est une de nos valeurs fondatrices, la qualité de travail. Et donc, pour le coup, je préfère refuser de prendre du travail plutôt que de mal le faire. On a un dicton chez Causa FS et on préfère que tu sois déçu de ne pas avoir travaillé avec nous que d'avoir travaillé avec nous. Ça, c'est le dicton qu'on donne à notre client. Donc voilà. Il y a de grandes chances que je fasse un short, un réel, que je le mette. Donc, donc tu fais le lien, et c'est ce que je vois aussi, tu fais le lien entre croissance ou hypercroissance et attention, fragilité, côté qualité ou satisfaction client, et je peux pas me permettre d'abîmer ma réputation. Ça, et puis malgré tout, tu vois, aujourd'hui, on a plus de difficultés que quand on était... Ça, c'est un peu paradoxal, tu sais. Tu as envie de grossir, tu as envie de prendre plus, mais finalement, tu te rends compte que ça t'apporte beaucoup plus de difficultés. C'est dur, la croissance, c'est quelque chose de très, très dur à absorber pour une entreprise. Quand elle est rapide en plus, c'est dur à absorber. Puis tu prends des dimensions différentes, c'est-à-dire qu'en plus... Les gens qui composent l'entreprise à l'instant T, si tu augmentes la taille, il faut aussi les accompagner pour pouvoir qu'ils puissent continuer à se retrouver dans le projet collectif. Et ça, c'est vraiment le truc assez compliqué parce que il y a toujours c'était mieux avant, il y a toujours je me reconnais pas dans l'entreprise d'aujourd'hui, il y a toujours ce côté-là et c'est difficile parfois d'aller contre ça, quoi. T'as 2-3 exemples de choses que tu as mises en place pour gérer la croissance de ta boîte? Alors, le vrai truc qu'on a... Nous, on s'est beaucoup structuré déjà parce qu'on avait une gestion un peu familiale. Alors, comme je t'ai dit, moi, je suis un recruteur donateur qui est devenu chef d'entreprise. Donc, j'ai appris au fur et à mesure du temps à gérer une entreprise. Le système de process, tous ces systèmes finalement d'organisation aussi, de gestion d'entreprise. C'est pas quelque chose qui est inné ou de formation non plus. Alors, je l'ai fait sur la thématique du bon sens. Maintenant, le bon sens, ça a sa limite, et surtout en termes de taille. Au bout d'un moment, je pense que ton plafond de verre est au niveau de la taille. Donc, tu vois, par exemple, on a structuré, on a créé un codier, on a créé des copiles, on a créé des points de réguliers avec de management, on a créé un COMEX. Enfin bon, voilà, on a structuré l'entreprise pour faire en sorte de pouvoir répondre aux demandes de clients. Mais ça a été un gros travail, à la fois dans le recrutement, mais aussi dans nos agendas, parce que déjà on est des agendas qui sont très remplis par une part un peu opérationnelle, et puis quand tu commences à faire 7-6 copiles dans la semaine de 2 heures, plus des codires une fois par mois, plus des comex, au fur et à mesure tu te rends compte que tu es plus dans le chef d'orchestre
uniquement le chef d'orchestre et dans la délégation que finalement le côté très opérationnel que j'aime bien, moi. Moi, j'aime descendre, aller voir ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, mon agenda, quand tu le vois, il faut vraiment que des fois que je pousse un peu les murs pour pouvoir trouver du temps pour y aller, quoi. Tu es tu as en face de toi quelqu'un qui t'invite à aller sur le Gemba, sur le terrain régulièrement. Je suis assez d'accord. Je sais pas si tu as lu le bouquin Blitzscaling. Tu l'as pas. C'est un bouquin qui parle de croissance, d'hypercroissance. Et ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'il parle à un moment donné de on est une tribu, on passe en mode village, après on passe en mode ville, et après on passe en mode pays. Et il te dit à un moment donné, oui, en effet, tu dois passer par structurer tes process ou mettre en place tes systèmes pour scaler. Je pense que c'est un peu ce que tu nous racontes. Au début, je connais tout le monde, tout est à portée de main, donc c'est cool. Mais arriver à une certaine taille, pour pouvoir vraiment scaler, j'ai besoin de structurer, quoi. La com interne est souvent le truc qu'on met un petit peu de côté quand on grossit. Parce qu'on a l'impression que les gens vous connaissent, les gens connaissent vos valeurs, les gens connaissent... Et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que les nouvelles personnes qui rentrent, finalement, elles vous ont pas connu aussi proche que les premiers collaborateurs de départ. Et on sous-estime énormément cet aspect-là. Et en ce moment, d'ailleurs, nous, c'est un vrai problème chez nous. On est en train justement d'essayer d'y remédier parce qu'on communique pas assez. On n'est pas assez proche, en tout cas, de nos salariés. Et on a l'impression de l'être et finalement, on ne l'est pas. Donc, voilà. C'est Benoît, le président de Théodo, qui me disait que maintenant, ils sont passés, je crois qu'ils sont 800. Lui, maintenant, son enjeu, c'est de scaler non pas les systèmes, mais les valeurs. Mais clairement. Donc, il va sur les Gemba, sur le terrain, et régulièrement, il remet de l'énergie sur l'intention, le pourquoi, le why. Ouais. D'autres choses, mais c'est vrai que c'est hyper important pour lui de réexpliquer le pourquoi on fait ça. Ça, et ne pas avoir des zones d'ombre où, justement, on puisse t'attaquer sur le fait que tu n'as pas respecté ses valeurs. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment très difficile parce qu'en plus, quand les gens sont proches de toi et te voient tous les jours et te voient te battre par rapport à tes valeurs d'origine, puis ils vont trouver justement des interprétations qui vont faire qu'ils vont pouvoir interpréter les choses pour montrer que tu n'es plus en phase avec tes valeurs. Et ça, c'est assez difficile et c'est ça où la com interne est hyper importante, c'est de revenir, vraiment de montrer par le A plus B que tu es toujours fidèle à ces valeurs-là que tu prônes et pour laquelle, qui sont encore une fois le fondement même de ton projet collectif, quoi. Mais c'est compliqué. L'évolution d'une société, vraiment que c'est quelque chose de compliqué. C'est extrêmement énergivore et moi, j'avais vraiment pas anticipé cette notion d'énergivore, même à titre individuel. Moi, je sais que je fais très attention à tout ça aussi parce que mon entreprise est à mon image. Donc, quand je suis fatigué, l'entreprise est fatiguée. Quand je suis en forme, l'entreprise est en forme. Donc, je fais attention à quand même que je sois à peu près en forme. Et je n'avais pas mesuré vraiment l'impact que pouvait avoir, même à titre personnel, en tout cas, l'augmentation d'activité aussi forte, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on mesure aujourd'hui et on fait attention de ne pas prendre trop de travail et qui fait que derrière, on serait déceptif déjà auprès de nos clients, mais aussi et surtout en interne. Donc voilà, quoi. On a un nouveau dans l'équipe. Ouais, et lui aussi nous a posé des questions. Il s'appelle ChatGPT. Tu connais ? Oh oui, je le connais celui-là, je l'utilise souvent. Donc je lui ai posé 3 questions. Je lui ai dit coucou ChatGPT. Ouais. Est-ce que je vais voir Julien demain. Ah, c'est rigolo. Et je lui ai dit j'aimerais que tu m'orientes sur des thématiques ou des questions. Il t'a dit quoi ? Et il m'a dit ça serait bien de lui poser des questions sur défis et évolution. On en a parlé. Mais il m'a dit engagement et fidélisation. Donc il m'a dit oui, tu recrutes des donateurs. Et comment tu gères la partie engagement et fidélisation ? Alors fidélisation, c'est ce qui va de pair, j'ai envie de te dire, engagement et fidélisation. Alors déjà, nous, on a cette chance, encore une fois, de travailler pour des assos humanitaires, tu vois. Alors, je dis toujours, on vend pas des balles à chiottes. Alors, je raconte les balles à chiottes, mais c'est un peu plus simple, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a quand même une notion, malgré tout, de nos salariés qui sont là aussi pour leurs valeurs personnelles et leur engagement personnel. Donc déjà, tu es déjà dans un engagement. La personne vient ici aussi pour ça. Donc ça va être aussi alimenter cet engagement-là qui est important. Et deuxièmement, c'est l'aventure humaine. Nous, ce qui fait que les gens restent chez nous et ont envie de continuer, on vient toujours en recruteur-donateur au départ par hasard, en se disant je vais le faire vite fait et après je m'en vais. Et tous ceux qui restent, ils n'ont jamais imaginé qu'ils resteraient 1 an, 2 ans, 3 ans à faire ce travail-là. Travail fatigant, donc il y a peu de gens qui passent les 2-3 ans quand même, il faut dire ce qu'il y a, mais au moins 1 an ou 2, il y a quand même beaucoup de gens qui vont faire ce travail-là et c'est
vraiment une surprise parce que au départ, encore une fois, tout le monde en vient pour pas rester longtemps. Et c'est vraiment l'aventure humaine, c'est-à-dire les notions d'équipe. On travaille en équipe, il y a une ambiance dans les équipes avec des gens qui sont... on a des personnes qui sont extraordinaires dans nos équipes, qui ont cet engagement-là. Donc déjà, on partage les mêmes valeurs. Donc tu as des valeurs communes, déjà tu te sens proche. Tu as des moments difficiles, donc ça rassemble. Les moments difficiles rassemblent aussi. Il y a des moments de grande joie quand on fait des belles journées, qu'on trouve plein de donateurs. C'est énormément de joie. Donc c'est vraiment l'aventure humaine qui est très importante et qui est au cœur un petit peu de l'engagement de nos salariés. Et il m'a amené sur le sujet de l'éthique. Un vaste... L'éthique de la collecte. J'ai trouvé ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors moi, je suis pas un gros fan du mot éthique, je suis entre toi et moi, parce que pour moi, l'éthique, c'est un peu comme la morale, c'est un peu tout le monde a sa propre. Alors nous, on parle plus de déontologie. Plutôt, voilà, comment assurez-vous que les méthodes de collecte de fonds respectent... Alors c'est vrai. C'est une très bonne question. Il est bon, j'ai fait ce chat GPT. Oui, parce qu'il y avait des trucs où je me suis dit, bof, mais ça, je me suis dit, c'est pas mal. Alors pour moi, il y a 3 axes. T'as le premier axe, déjà, c'est la formation. La formation, c'est la base. C'est la formation initiale continue. On a des plans de formation tout le long de la carrière de nos recruteurs et nos responsables d'équipe qui sont très élaborés pour pouvoir faire en sorte justement qu'il y ait une méthodologie qui soit appliquée. Deuxièmement, il y a quand même l'évaluation. L'évaluation, et qui dit évaluation dit contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, on a plein de systèmes de contrôle ou d'évaluation. Donc, nous, on a développé notre propre ERP qui derrière nous permet en tout cas d'avoir plein d'outils d'évaluation. On a aussi le pôle qualité que tu as pu voir tout à l'heure qui appelle nos donateurs pour savoir comment s'est passée la rencontre et qui a motivé l'acte de don. Donc ça nous permet aussi d'apprécier en tout cas la qualité de travail de nos salariés. Donc l'évaluation est importante. Et troisièmement, c'est aussi la méthode de rémunération. C'est-à-dire que évidemment, si jamais tu as une part de variables, voire même une totalité de variables. Il y a aujourd'hui des structures qui utilisent des auto-entrepreneurs. Donc là, ils sont à 100% full variable. Si tu sais que quand tu fais signer quelqu'un, tu vas pouvoir faire chauffer ta gamelle, il y a de fortes chances pour que tu sois un petit peu pressant et que tu commences à tordre un petit peu le bras, que tu utilises des techniques qui sont pas très jolies. Et donc voilà, donc nous, typiquement, il n'y a pas de part variable. Le recruteur donateur qui trouve 0 donateur et qu'on trouve 10, il sera payé exactement la même chose. Je le vois beaucoup dans les milieux commerciaux, le côté variable. Il y a toujours un check à avoir pour pas faire n'importe quoi, mais oui, il y a un comportement où, parce que j'ai faim et parce que ma REM est liée à ma performance, alors... Je peux prendre des raccourcis. Ouais. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. La REM est assurée, donc tout va bien. T'as ça, et puis deuxièmement, je trouve que c'est très du management très basique finalement, le côté uniquement et simplement financier. Tu vois, c'est très basique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'air du temps, il est peut-être à des choses à évoluer autour de ça. Tu vois, il y a plein de façons de manager les gens. Tu vois, il y a effectivement, nous on a cette chance, c'est le produit, mais nous on a cette chance d'avoir des assos humanitaires. C'est quand même voilà. Quand tu te lèves le matin, que tu te lèves en disant que tu as trouvé des sous pour pouvoir aider des gens qui meurent de faim, c'est quand même plutôt... tu te lèves, tu y vas. Tu as aussi la notion d'équipe, tu vois, les résultats de ton équipe. Tu as envie que ton équipe elle puisse s'inscrire dans une logique, en tout cas positive, de dire qu'on a réussi la mission qu'on nous a donnée. Tu as des résultats individuels. Moi, je suis un compétiteur. Moi, je suis un handballeur. Moi, j'aime la compétition avec moi-même. Donc, j'aime pouvoir me dire que je suis bon dans ce que je fais. Tu as aussi ton responsable, tu as envie de satisfaire ton responsable, donc comment est-ce que tu fais pour satisfaire ton responsable ? Tu as le projet collectif, le projet de la société. Voilà, t'inscrire dans ce projet collectif fait aussi que tu dois y mettre de la réussite. Pour moi, il y a plein de leviers de management autres que uniquement l'aspect financier. Et nous, justement, chez Cause à Effet, on est beaucoup à travailler sur les autres leviers de management qui nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats depuis 15 ans. Donc comme quoi, c'est faisable, tout simplement, quoi. Donc ça, c'est une belle intro pour l'interview avec Benjamin. Oh oui, voilà, le management, c'est son métier. Qu'on va avoir tout à l'heure pour lui laisser un peu la parole sur ce sujet. On va se régaler. Juste pour je vous invite à aller voir la visite. Tout à l'heure, tu nous montrais le lien entre la qualité, fiche incident, c'est hyper important. Complètement, ouais. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre ce que tu disais par rapport à ça. Oui, parce que quand tu as un défaut de qualité, si jamais tu as une alerte, il y a quelqu'un qui dit défaut, et que tout le monde dit oui, c'est pas bien, mais qu'il se passe rien derrière, tu corriges pas la problématique. Donc le but, c'est effectivement toujours formaliser la problématique de qualité et qui en découle derrière des actions. Qui doit faire quoi et pour quand, toujours la même chose. J'ai une dernière question à te poser, parce que je trouve que c'est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Mais je suis intimement convaincu qu'on va se revoir. Écoute, il y a des chances. Et que tu reviendras sur le micro. Je crois que je te dois un resto déjà, donc déjà, premièrement, ça commencera comme ça. Exactement.
Vous étiez deux associés, tu es aujourd'hui seul. Est-ce que tu n'es pas... Tu ne te sens pas trop seul, hein, des fois? Bien sûr, mais c'est une des raisons qui m'a fait rejoindre le réseau Entreprendre aussi, c'est-à-dire cette possibilité d'évoquer des problématiques que je n'évoquerais personne d'autre, des faiblesses personnelles aussi, enfin pas de là au pro, mais des doutes que je peux pas forcément formaliser à mon codir, ou voire même j'ai une directrice générale aujourd'hui. Je me vois pas formuler certains doutes avec elle parce que tout simplement elles sont propres à moi et que je reste le guide et je reste le phare en tout cas de cette société, et qu'il y a des moments où il faut justement être le roc et non pas ce qui vacille. Et la chance que j'ai avec le réseau Entreprendre, c'est de trouver d'autres entrepreneurs qui vivent finalement la même chose que nous, moi, pardon. Quand on est entrepreneur, on est un peu fier quand même, faut dire ce qui est. Hein. Et quand des fois on rabat un peu notre fierté, qu'on va voir quelqu'un, qu'on se rend compte qu'il est très fier et que quand tu creuses un peu, il est dans la même merde que toi et il a les mêmes doutes que toi, etc. Ça fait relativiser déjà, ça permet d'échanger. Et je pense que c'est très important quand on est chef d'entreprise d'avoir un entourage externe à notre société qui nous permet justement d'échanger sur des thématiques. Il n'y a pas très longtemps de ça, bon, j'ai eu une petite mésaventure professionnelle et j'en parlais avec le président du réseau Entreprendre France. J'en ai parlé. Il a des grands sourires, il est adorable. Et puis il me dit, bah ouais, mais en ce moment, moi c'est pareil, j'ai la même merde que toi. Là. Et on nous a permis d'échanger là-dessus. Et ça m'a permis de relativiser parce qu'en plus, je me suis rendu compte qu'il avait 100 fois plus de merde que moi. donc ça va. Donc non, c'est sûr, il y a des moments où on se sent seul, mais il faut appréhender ça. Il faut avoir une vie extérieure aussi, c'est important. L'équilibre vie pro, vie personnelle est très important quand on est entrepreneur. Moi, je dis qu'on est un peu comme un sportif. Faire du sport. Moi, je fais du sport parce que je pense qu'il faut s'entretenir, il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est pas l'air comme ça, mais je fais un petit peu attention. C'est un peu mon défaut. Mais on doit être en forme. On doit faire attention à notre santé, on doit faire attention à notre repos. Il faut prendre des vacances. Il ne faut pas avoir peur de prendre des vacances quand on est entrepreneur. Voilà, parce que il faut être reposé. C'est s'entretenir pour pouvoir faire en sorte que d'impulser en tout cas d'impulser, d'être le représentant, d'incarner le projet, d'incarner l'idée que tu as de ton entreprise et que les gens suivent cette idée-là et que tu incarnes justement ça, quoi. Voilà. Si vous vous sentez trop seul, j'espère que vous avez capté le message. N'hésitez pas à rejoindre le réseau Entreprendre. Merci infiniment, Julien. Merci beaucoup. J'ai passé un très très bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment? Excellent. Je pense qu'on va se revoir. Je vous invite à aller voir la vidéo de la visite. On va avoir Benjamin et on va aussi avoir Kevin, qui va aussi nous parler recrutement, croissance. Oui, et puis surtout marketing, parce que aujourd'hui, les vrais enjeux aujourd'hui sont aussi liés au marketing. C'est bien de faire du contenu, mais comment est-ce que tu pousses ce contenu et qu'il soit lu par les gens que tu cherches? Donc, masterclass, nous aussi, il est très fort. Ça nous intéresse. On aimerait quand même t'offrir cette casquette. Merci beaucoup. Wall the Talk, l'atelier de la casquette, tu connais? Je l'ai visité. Tu l'as visité? J'ai visité leur atelier, c'est extraordinaire ce qu'ils font et bravo à eux de pouvoir réinternaliser une fabrication qui n'était plus française, je crois, il me semble. Exactement, donc, je crois que c'est la première de France. Donc, je repars quand même avec beaucoup de choses. Hein. Donc, je vais me revoir la vidéo, mais à un moment donné, tu dis quand même les valeurs. Ouais. Les valeurs. Donc, si on n'est pas clair sur les valeurs, c'est difficile d'embarquer les gens et de les orienter, leur donner envie d'être avec nous dans l'aventure. Ça, et c'est difficile d'avoir une cohérence derrière. C'est-à-dire que je pense que les valeurs, c'est le phare. C'est ce qui va faire que tu auras une cohérence dans ce projet que tu as d'une construction d'une mini-société finalement. Parce que voilà, on vient tous avec nos vies, on vient tous. C'est un projet collectif, encore une fois, c'est des humains qui s'assemblent ensemble pour pouvoir faire un projet ensemble. Et je pense que si tu n'as pas justement cette base-là qui va guider tes choix et guider tes. Il y a un moment ou un autre où les gens ne vont plus se reconnaître et sans les gens, tu fais rien. Moi, aujourd'hui, j'ai de très belles idées. Sans mes collaborateurs, aujourd'hui, je fais rien, quoi. Donc, voilà. Je te propose même, rester connecté et dans quelques semaines, je ferai une newsletter dédiée à ce sujet-là. Eh ben, écoute, et comme ça, parce que je pense que c'est un très très bon sujet et ça vaut le coup. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.